Impôts et justice sociale, le podcast francophone du réseau Tax Justice Network. Bienvenue à Impôts et justice sociale, le podcast qui vous parle en français de la justice fiscale en Afrique et dans le monde. Je m'appelle Idriss Linge. À la une ce mois. Ce mois, une seule thématique, l'allocation équitable des droits d'imposition à l'échelle globale selon la répartition sur la base de la formule unitaire. C'est un des principes de Tax Justice Network qui concourt à l'amélioration de la justice fiscale. Et justement, Rachel Eterfoya, chercheuse senior chez Tax Justice Network, reviendra avec nous sur les enjeux de ce principe pour les pays africains. Ce sera en position d'invité. Voilà pour la une. À tout de suite pour les détails. Mesdames, Messieurs, nous partageons aujourd'hui avec vous votre 70e podcast en français sur la justice fiscale produit par Tax Justice Network. Aujourd'hui, nous parlerons du principe F de la justice fiscale pour la dénomination en anglais Fair Allocation. En français, cela se dit allocation équitable des droits d'imposition et nous le voulons à l'échelle globale. Ce F fait partie d'un ensemble de 9 principes qui constituent ce que Tax Justice Network appelle la formule A, B, C, D, E, F, 3G de la justice fiscale. La formule ABCDEF3G est une proposition de Tax Justice Network pour réformer la répartition des droits fiscaux entre les pays, mais aussi surtout pour réformer l'équité de la justice fiscale dans les pays. Chaque lettre représente un principe. Le A, c'est pour Automatic Exchange, qui est là pour l'échange automatique d'informations fiscales entre les pays. Le B est là pour Beneficial Ownership, qui est là pour encourager l'identification des vrais propriétaires des entreprises afin d'éviter l'évasion fiscale. Le C est là pour le country by country reporting, pour obliger les multinationales à déclarer leurs bénéfices pays par pays. Le D est là pour digital taxation, pour permettre de taxer de manière pertinente les géants numériques où ils opèrent. Le E est là pour effective taxation, pour garantir que les personnes ultra fortunées et les multinationales payent leur juste part d'impôt. Le F qui nous intéresse aujourd'hui parle du fair allocation, je l'ai déjà dit, la répartition équitable des droits d'imposition, surtout pour les pays du Sud, notamment les pays africains. Pour les 3G, il s'agit du Global Governance, du Green Taxation et du Gender Equity, qui veut qu'on ait une gouvernance fiscale qui soit davantage inclusive et pas seulement dictée par les pays riches. Il faut qu'on ait des taxes environnementales parce que oui, l'environnement, c'est important et il faut enfin qu'on ait une fiscalité sensible au genre. Cette formule vise à stopper l'évasion fiscale, comme je vous l'ai expliqué plus. Mais alors, c'est quoi le F sur lequel nous allons insister? Le fair allocation ou encore allocation équitable des droits d'imposition, c'est l'idée que les multinationales doivent payer leurs impôts là où elles créent réellement de la valeur.
pas dans des paradis fiscaux. Actuellement, vous avez des entreprises comme par exemple Google ou Apple ou même d'autres entreprises du digital et Amazon qui déclarent leurs bénéfices en Irlande ou aux Pays-Bas où les taux d'imposition sont faibles, même si elles ont vendu en Afrique, elles ont produit en Chine ou ailleurs. Alors, le Fair Allocation, le F, la répartition selon la formule, propose, je me répète peut-être, de repartir les droits d'imposition équitablement en fonction de l'activité économique réelle, les emplois créés, les ventes réalisées, les ressources utilisées. Par exemple, si une mine au Nigeria permet de pouvoir produire des portables en Chine, il faudrait que le Nigeria puisse taxer sa part de bénéfice sur le produit final. C'est très important parce que parfois, entre le prix au kilogramme de la ressource et le coût unitaire d'un seul téléphone portable, il y a parfois une multiplication par 10 du prix à payer. Alors, d'où vient ce principe ? Ce principe a émergé dans les années 2000 lorsque Tax Justice Network, fondé en 2003, a commencé à dénoncer les injustices du système fiscal mondial. Les pays du Sud, notamment en Afrique, perdent des milliards à cause de ce qu'on appelle le transfert des bénéfices vers des paradis fiscaux, des juridictions où on paye peu ou pas du tout d'impôts. La réflexion a été inspirée par plusieurs travaux et la répartition selon la formule est devenue un principe central de justice fiscale. Cette répartition répond à un cri d'alarme, un cri d'alerte. Les pays ayant moins de ressources en argent, comme ceux en Afrique, doivent récupérer leur juste part d'impôts dans les chaînes de valeur économique mondiale. Tax Justice Network, à travers son rapport sur l'état de la justice fiscale dans le monde, montre bien comment une répartition inéquitable des droits d'imposition peut nuire aux économies du monde. C'est pas que le monde ne sait pas. Le monde le sait, que c'est un problème, que la répartition des droits d'imposition ne soit pas équitable. La dernière édition, sur la base des données publiées par l'OCDE, révèle que les pays du monde ont perdu globalement 500 milliards de dollars par an du fait de l'évasion fiscale des multinationales et des riches personnes fortunées. Les pays du Sud sont fortement impactés par cette situation. La répartition des droits d'imposition selon la formule a un seul message. Les taxes doivent être payées là où la valeur a été créée. La répartition selon la formule peut ainsi permettre aux pays pauvres sur le plan financier de mobiliser les ressources domestiques, non pas par endettement, mais des ressources domestiques durables pour financer l'accès à des services essentiels qui manquent cruellement dans le continent. Par exemple, selon une récente étude qui a été menée par notre collègue Rachel Ether-Foya, le Nigeria, s'il pouvait récupérer les taxes perdues, pourrait offrir l'école à près de 150 000 enfants supplémentaires ou de l'eau potable à près de 500 000 personnes supplémentaires. Ce principe combat donc les inégalités mondiales en empêchant les multinationales et les riches personnes fortunées de priver les pays de leurs ressources. Et il lie aussi quelque chose de fondamental, c'est la fiscalité et les droits humains. Sans impôts équitables, pas d'accès à la santé, à l'éducation, et cela pour des millions de personnes.
bien que nous ayons exposé ce principe de manière aussi claire, de manière aussi indiscutable, il ne manque pas d'avoir des détracteurs. Ces détracteurs, souvent malheureusement, on les retrouve dans des pays riches comme les États-Unis, les Pays-Bas, qui protègent leur statut de paradis fiscaux et jugent que l'allocation des droits d'imposition selon la formule est trop radicale. Ils ont préféré des réformes qui ont été proposées par l'OCDE comme le pilier 1 et le pilier 2. Le pilier 1 a pour objectif de redistribuer une partie des profits des multinationales, mais attention, il ne s'agissait au départ que des entreprises du numérique. Ils avaient d'ailleurs dit que le secteur financier qui tire massivement des revenus en Afrique et le secteur minier qui est aujourd'hui au cœur de la transition énergétique avec peu de retombées pour l'Afrique n'étaient pas concernés. Donc finalement, ce pilier 1 ne favorise que les grandes économies parce que les conditions sont réunies pour que seules les grandes économies en profitent. Le pilier 2, lui, il est venu dire que il faut qu'on ait un impôt minimum de 15% sur les bénéfices. Et si on n'a pas atteint 15%, on peut faire ce qu'on appelle le droit d'assujettissement à l'impôt. Mais non! Vous avez réalisé une activité au Cameroun, au Kenya, en Ouganda, en Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo. On répartit votre bénéfice net global selon l'importance de l'activité dans les pays. Et le pays applique son droit d'imposition. Cela permettrait de mobiliser davantage de ressources. Alors déjà, ils ne sont pas d'accord sur le pilier 1 et le pilier 2. Donc du coup, ça ne peut même pas marcher. Mais en plus, ce pilier 1 et ce pilier 2 n'est pas suffisant. Il n'est même pas utile pour aider les pays africains. D'ailleurs, ces solutions sont critiquables. Elles sont critiquées car en réalité, le but de la répartition selon la formule, c'est de changer la structure inéquitable du système d'imposition mondial qui laisse les paradis fiscaux prospérer dans un environnement où la coopération en matière fiscale est très fragile et très déséquilibrée. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire à propos de la répartition selon la formule. Vous pourrez lire de nombreuses publications écrites par des experts de Tax Justice Network sur le sujet. Mais surtout, tout à l'heure, nous allons discuter davantage de cette répartition selon la formule, de ces jeux et de ces enjeux avec notre invitée Rachel Eterfoya. L'invité du jour. Avec Rachel Eterfoya, chercheuse principale chez Tax Justice Network, nous allons revenir, non pas directement, sur la répartition selon la formule, mais sur le problème qui rend la répartition des droits d'imposition selon la formule pertinente. Il s'agit du transfert des bénéfices. On parle en anglais de profit shifting, les bénéfices qui sont transférés. Et dans une récente étude qu'elle a publiée sur la base d'une méthodologie assez solide, Rachel essaye de montrer comment les transferts des bénéfices en dehors du Nigeria vers des paradis fiscaux basés en Europe ont un impact indéniable sur les droits humains. Rachel Eterfoya a accepté de partager avec nous les enjeux de cette thématique. Et peut-être, Rachel, nous allons commencer par une question toute simple. Peux-tu nous expliquer comment les multinationales parviennent à réduire leurs impôts dans les pays pauvres, notamment en Afrique, en exploitant les failles du système fiscal international, et quelles sont les conséquences pour les pays
où elles ont leur activité réelle. Thanks, Idris. Merci Idriss. Alors, les multinationales exercent leurs activités partout dans le monde, de l'exploitation minière à la vente de produits numériques. Elles devraient donc vraiment payer des impôts là où elles exercent leur activité économique. Mais grâce à un système fiscal international très complexe et aux nombreuses conventions signées entre pays de double imposition, les multinationales peuvent transférer leurs bénéfices vers des paradis fiscaux, comme les Pays-Bas, l'Irlande et autres. Et ces pays ont généralement des impôts sur les bénéfices faibles, voire nuls, et appliquent toutes sortes de règles qui permettent aux entreprises de réduire leurs impôts dans d'autres pays. Les entreprises sont donc fortement incitées à réduire artificiellement leurs bénéfices là où elles exercent leurs activités. Et elles peuvent faire ça de multiples façons, notamment en transférant leur argent, leurs bénéfices vers une filiale dans un paradis fiscal. On pourrait en parler longuement et il existe de nombreuses façons. Je donne un exemple. La multinationale crée une filiale dans un paradis fiscal et verse à cette filiale beaucoup d'argent et cet argent est ensuite prêté à une entreprise dans le pays où elle exerce ses activités. Cette entreprise doit ensuite payer des taux d'intérêt élevés et alors ne réalise que peu, voire pas de bénéfices dans le pays où elle exerce ses activités. Et souvent, elle ne paye peu ou pas d'impôts sur ses bénéfices dans ce pays, ni dans le paradis fiscal, et au final, c'est la multinationale qui gagne. Mais les pays perdent des recettes fiscales. Alors, cela m'emmène à la deuxième question qui est, Rachel, celle de savoir quels seraient les impacts positifs concrets sur les populations de ces pays africains, notamment le Nigeria, si on avait une allocation des droits d'imposition selon la formule qui éviterait justement que les multinationales pensent qu'elles doivent transférer leurs bénéfices et faire perdre des recettes fiscales au pays où elles ont leur activité. Et comment cela se compare-t-il aux bénéfices des paradis fiscaux? Parce que d'une part, les pays africains n'ont pas le droit d'imposer les bénéfices et d'en tirer les ressources, mais de l'autre côté, les paradis fiscaux européens reçoivent ces bénéfices. Est-ce que ça réussit à leur économie? Nous avons constaté que la perte de recettes fiscales au Nigeria a évidemment un impact considérable puisque le gouvernement a besoin de recettes pour financer les services publics dans tout le pays, les salaires des médecins et des infirmières, pour financer des hôpitaux, de l'infrastructure par exemple routière ou pour l'électricité. Nous avons donc constaté que si le Nigeria disposait de recettes fiscales équivalentes aux perdues au transfert de bénéfices, 500 000 Nigériens pourraient avoir accès à l'eau potable. Près de 800 000 personnes auraient accès à des installations sanitaires de base, 150 000 enfants pourraient aller à l'école chaque jour et potentiellement 11 enfants seraient sauvés chaque jour. 3 000 enfants pourraient vivre grâce à cette augmentation de recettes publiques. Nous avons également examiné les bénéfices réalisés par les paradis fiscaux, car bien sûr ils détournent les profits du Nigeria. Qu'est-ce que cela signifie pour leurs droits sociaux et économiques fondamentaux? Eh bien, ces paradis fiscaux européens, comme vous le savez, taxent les bénéfices à un taux très bas. Et puis, comme vous venez de le mentionner, ces pays ont déjà acquis la plupart de leurs droits sociaux et économiques essentiels. Donc l'impact de ces bénéfices dans ces paradis fiscaux est donc vraiment minime. Cela ne permettrait pas de scolariser davantage d'enfants. Nous constatons donc que les droits à l'éducation de 2 enfants néerlandais sont jugés plus importants que ceux de 24 000 enfants nigériens. La façon dont le système fiscal international fonctionne actuellement veut dire que le Nigeria perd énormément et ça a des conséquences sur de nombreux enfants nigériens. Or, si les Pays-Bas réformaient leur politique fiscale, cela n'affecterait que les droits de 2 enfants néerlandais. Voilà donc les principaux éléments que nous avons constatés. Il existe de nombreuses statistiques sur les pertes subies par les pays, mais il est très difficile d'exprimer ces chiffres en termes concrets. Nous utilisons donc un modèle appelé GRAD pour démontrer l'impact du transfert des bénéfices. Combien d'enfants meurent? Combien de personnes perdent l'accès à l'eau potable? Et combien d'enfants n'accèdent pas à l'école secondaire? Ce modèle fonctionne de manière réaliste.
Le modèle suppose que le gouvernement dépenserait ses recettes perdues de la même manière historiquement que les dépenses non perdues. Il prend également en compte la qualité de gouvernance d'un pays. Car bien sûr, si un gouvernement mal gouverné bénéficie de la même augmentation de recettes, toutes choses égales par ailleurs, l'impact serait bien meilleur dans un pays bien gouverné. Alors, nous semblons comprendre que, au-delà des problèmes structurels qu'on pourrait avoir en Afrique, comme peut-être la faiblesse des lois fiscales, il y a surtout des politiques fiscales de certains pays européens, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, qui finalement indirectement affectent les droits humains à l'échelle mondiale, à l'échelle surtout du continent africain. En effet, les impôts ont souvent été perçus comme déconnectés des droits humains. Et notre travail vise à démontrer le lien entre l'augmentation des recettes publiques et l'impact sur la vie des enfants et des adultes, ainsi que l'accès aux différents objectifs de développement durable et des droits humains. Nous savons que cela contribuerait réellement à garantir l'épanouissement des citoyens et à permettre à tous nos pays de mieux prendre soin de leur population. Et il faudrait peut-être aussi ajouter que nous avons constaté au cours des 2 dernières décennies, grâce au travail de Tax Justice Network et de nombreux autres partenaires, une reconnaissance croissante que la fraude fiscale transfrontalière a un impact négatif sur les droits de l'homme. Notre rapport l'explique en détail. Plusieurs organismes des Nations Unies chargés des droits de l'homme et un comité des droits de l'enfant et d'autres ont tous appelé le Royaume-Uni, l'Irlande, la Suisse et les Pays-Bas à se pencher sur les impacts de leur politique fiscale nationale sur la fiscalité transfrontalière, en soulignant l'impact sur les enfants et les femmes ainsi que l'accès aux droits économiques et sociaux. Quel rôle joue Tax Justice Network pour faire reconnaître ce lien entre les droits humains et les transferts des bénéfices et le fait que le système fiscal international manque d'un système comme la répartition des bénéfices et des droits d'imposition selon la formule? L'OCDE a été créé pour représenter les intérêts de ses membres, qui sont les pays les plus riches du monde, où de nombreuses multinationales ont leur siège social. Elle a reconnu le problème de l'érosion de la base d'imposition et du transfert de bénéfices, car cela touche bien sûr tous les pays. Et en fait, ce sont les pays les plus riches qui subissent les plus lourdes pertes en termes absolus dues à l'évasion fiscale. Et on constate que dans de nombreux pays, les règles et les réformes que l'OCDE a tenté d'instaurer n'ont fait que modifier un système défaillant, et que celui-ci doit être repensé dans son intégralité. Par exemple, Tax Justice Network a lancé l'année dernière un rapport sur l'état de la justice fiscale, qui a montré que, à l'échelle mondiale, nous perdons près de 500 milliards d'impôts par an au profit des multinationales et des particuliers fortunés qui utilisent les paradis fiscaux pour sous-payer leurs impôts réels. Près de la moitié de ces pertes sont rendues possibles par des membres de l'OCDE. Ces derniers mois, nous avons également vu les États-Unis, sous la présidence de Trump, se retirer des discussions de fiscalité internationale. Mais, selon les données du South Center, les recettes issues des réformes n'augmenteraient pas considérablement les recettes des pays à faible revenu, mais qu'au contraire, elles favoriseraient les intérêts des pays riches, ce qui n'est pas surprenant compte tenu de la composition de l'OCDE. Il ne s'agit là que d'une petite partie des preuves démontrant que les règles fiscales, dominées par l'OCDE, continuent de perpétuer les abus fiscaux. L'OCDE a tenté de réformer le système fiscal international, mais finalement, ces propositions sont critiquables et sont critiquées. Quelles sont les limites des initiatives de l'OCDE et pourquoi Tax Justice Network ont toujours appelé et appellent encore aujourd'hui à repenser ce système de fond en comble? Peut-être que l'Afrique est victime, mais quelles initiatives les pays africains ont-ils prises pour lutter contre les flux financiers illicites à caractère fiscal et surtout, comment la proposition d'une convention de l'ONU sur laquelle le leadership africain est assez fort sur la coopération fiscale pourrait changer les choses pour eux?
collectively been taking action to Les address pays africains prennent collectivement des mesures pour lutter contre les flux financiers depuis plusieurs décennies. Il y a 10 ans, la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et l'Union africaine a publié son rapport novateur sur les flux financiers illicites hors d'Afrique, supervisé par l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki. Je pense que l'élan pris à l'ONU s'appuie sur les travaux de ce groupe, composé de gouvernements africains engagés et d'organisations de la société civile, notamment Tax Justice Network Africa. Le point culminant a été la proposition par le groupe Afrique de l'ONU d'une résolution pour une convention des Nations Unies sur la coopération fiscale. Et les négociations se déroulent cette année et l'année prochaine. C'est vraiment enthousiasmant parce que cela montre que l'action collective a porté ses fruits. Cela prend du temps et bien sûr ce n'est pas un chemin linéaire. Mais il existe une opportunité pour une action collective continue en Afrique avec l'UA afin de garantir que les négociations et les décisions prises dans le cadre de la Convention cadre soient dans l'intérêt des nations africaines et des pays en développement dans leur ensemble, et pas seulement des pays africains. Il y a un grand potentiel ici, car l'ONU, contrairement au Forum inclusif de l'OCDE, offre à tous une position équitable. Je pense qu'il serait vraiment important que les pays africains continuent d'établir des priorités et de savoir où trouver des compromis, afin que la convention cadre ultime et les protocoles ultérieurs soient vraiment pertinents, adoptés et mis en œuvre. and are adopted and implemented. On va peut-être sortir par là, Rachel. Comment le système fiscal international actuel creuse-t-il les inégalités entre les droits des enfants dans le pays comme le Nigeria et ceux des paradis fiscaux? Et quelles sont les propositions, quelles sont les pistes que tu mets sur la table pour remédier à cette situation? Our research shows that the world has decided the right Nos recherches montrent que le monde a décidé que le droit à l'éducation de 2 enfants néerlandais est plus important que les droits de 24 000 enfants nigériens. Le système fiscal actuel, soutenu par les pays les plus riches et membres de l'OCDE, permet aux paradis fiscaux de prospérer et aux multinationales de transférer leurs bénéfices hors de leur zone d'implantation. Cela affecte directement les droits des enfants, des hommes et des femmes du monde entier. Transformer le système fiscal international afin de garantir que les multinationales soient imposées ensemble et imposables là où elles exercent réellement leurs activités permettrait de résoudre ce problème. En attendant, le gouvernement nigérien et les autres gouvernements doivent prendre des mesures continues pour protéger leur assiette fiscale car la vie de leurs enfants en dépend. tax base because of the lives of their children. Il se négocie à l'ONU une convention sur la coopération fiscale internationale portée par l'Afrique et soutenue par le mouvement global pour la justice fiscale, dont nous aussi, Tax Justice Network. Il ne faut pas oublier les organisations partenaires, Global Alliance for Tax Justice Network, Eurodat, Afrodat, Latindat, Tax Justice Network Africa, qui ont tous poussé pour qu'on arrive à ce niveau de discussion. En 2024, près de 110 pays ont approuvé les grandes lignes, malgré l'opposition de plusieurs pays riches, notamment membres de l'OCDE. Ces discussions se prolongent jusqu'en 2027 et normalement, pour nous, Tax Justice Network, nous allons pousser pour que la proposition d'intégrer la répartition des droits d'imposition selon la formule soit un principe qui soit admis dans le cadre de cette coopération. Cela obligerait les multinationales à payer les impôts où elles opèrent. Et en même temps, les paradis fiscaux n'auront plus un rôle important parce que quel que soit l'endroit où se trouve un parent ou alors une société filiale de multinationales, nous allons calculer le bénéfice imposable sur la base de l'endroit où l'activité est opérée. Un des protocoles préliminaires porte sur la taxation d'une économie mondiale qui se digitalise de plus en plus. Bien sûr, il faudra discuter des allocations de droits d'imposition. Une facture payée chez Google par un compte bancaire au Cameroun
et sur un compte de Google qui est basé aux îles Vierges britanniques, c'est un exemple. Où est-ce qu'on doit le taxer? La répartition selon la formule reviendra donc sur le devant de la scène et nous devrons la défendre avec force parce que ce n'est qu'à ce prix que nous allons recevoir nos vrais droits d'imposition. C'est une opportunité historique pour les pays du Sud de peser dans les règles fiscales mondiales. Alors, ne gaspillons aucune de ces opportunités afin de nous assurer que les droits d'imposition ne passent pas par des mécanismes complexes de pilier 1 et de pilier 2, critiqués par ceux-là même qui l'ont proposé, ça il faut le dire, mais qu'elle passera par une formule toute simple, la répartition unitaire selon la formule. Vous pouvez retrouver ce podcast sur notre page de podcast imposocial.libsyn avec SYN à la fin. Vous pouvez aussi nous trouver sur la page des podcasts de Tax Justice Network à l'adresse podcast.taxjustice.net et vous recherchez votre programme Impôts et Justice Sociale. Nous sommes aussi présents en écoute gratuite sur les applications de podcast Apple Podcast, Overcast, Stitcher, Spotify, Google Podcast et une dizaine d'autres applications. Pour ceux qui aiment YouTube, notre page est www.impotetjusticesociale.com, sur les réseaux sociaux X, hashtag Impôt Social et Facebook Impôt et Justice Sociale. Pour nous écrire, idriss@taxjustice.net. Voilà pour ce 70e épisode. Nous vous retrouverons prochainement avec un autre épisode, de nouveaux invités. Mais d'ici là, veillez à vos droits d'imposition. Ce n'est pas un combat des États, ce n'est pas un combat des ONG, ce n'est pas un combat de Tax Justice Network, mais c'est le combat de tous ceux qui sont amoureux de la justice. C'est le combat de tous ceux qui ont besoin que le monde soit plus équitable et que le développement soit plus inclusif. Au revoir et à la prochaine.